Bonjour tout le monde et bienvenue dans l'hebdo du vendredi en compagnie aujourd'hui d'un auteur que je retrouve après quelques années, sans qu'on ait eu le temps d'échanger, en tout cas pour une de ses dernières sorties, c'est Roland Boschi. Salut Roland! Salut. Alors, moi, mon nom, voilà, ça commence mal, je dirais. Mon nom, c'est Roland Boschi. Et Ouais, c'est je vrai sais qu'on jamais me avec le S. l'appelle souvent, alors je t'en veux pas. Mais Alors merci, je suis on l'a très refait, heureux. Salut Roland Boschi! Comment ça va? Salut, Mickaël, ça va, super. Bah, écoute, je te remercie déjà de prendre en tout cas du temps dans ton planning chargé pour passer un petit peu de temps à échanger autour de ton parcours et également autour de ta dernière sortie qui, pour le coup, débarque chez Comics Initiative et qu'on peut voir ici d'ailleurs. On la voit mal parce qu'il y a beaucoup de lumière derrière moi. Hop, voilà, Holy Roller. Hop, ben, c'est mieux comme ça. On en reparlera tout à l'heure. Et j'ai toujours tendance à débuter de manière assez logique en demandant à notre invité, à mon invité du jour, de se présenter. Qui es-tu? D'où viens-tu? Et surtout, Roland, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la manière et de la façon dont tu es arrivé, on va dire tout le début, avant la BD? Est-ce que tu as fait une formation en particulier? Tu es passé par quoi? Est-ce que tu peux nous en toucher un ou plusieurs mots, s'il te Oh, plaît? ben oui, alors du coup, c'est une présentation qui va s'étaler, ça va durer un peu de temps. Si tu commences à me faire parler de moi, alors jusqu'où ça va aller? Où est-ce que je vais m'arrêter? Où est-ce qu'on va aller? Je ne sais pas. Alors, voilà, je m'appelle Roland Boschi, ça fait à peu près un peu plus de 15 ans, 18 ans que je travaille dans le comics américain, principalement pour Marvel. Et avant ça, j'ai fait un parcours dans l'animation, dans le dessin animé, où j'ai beaucoup travaillé et gagné ma vie dans le cartoon, dans les séries télévisées françaises. Et Tu bossé sur quoi, par exemple, là-dessus? alors, j'avais débuté chez IDDH avec Michel Strogoff, par exemple, sur la série. Il faisait des storyboards et des personnages au début avec eux. Une série de productions comme ça. J'ai bossé sur plein de dessins animés, l'ours Paddington, Richard Scarry, les esprits fantômes, euh, Atom, et puis plus récemment, enfin dernièrement dans ces moments-là, dans ces années-là, j'ai bossé sur les 4 Fantastiques avec Moonscoop, et ce qui m'a rapproché un peu du, de la visée de Marvel, quoi. Et ça avait été un grand plaisir de faire ça. Et plus récemment, j'avais bossé sur la création des personnages de Basket avec Tony Parker, Ah, ok. Basketeers. Voilà, et puis bon, j'ai fait j'ai fait quelques petits postes dans le dessin animé, mais ma spécialité, c'était surtout le storyboard, quoi, où je transformais le texte en images, et ça m'a beaucoup aidé pour le dessin, en fait, quoi, pour la bande dessinée. Aider et pas aider, parce que d'un autre côté, j'ai pas de formation artistique, on va dire, d'école d'art appliqué ou de choses comme ça. J'ai fait un BTS de pub, un BTS graphisme où il y avait un peu de dessin, mais c'était surtout axé sur la pub et un BTS, quoi. Et du coup, j'ai pas une formation artistique à proprement parler. Alors, j'ai toujours été habitué à faire des roughs, des croquis, quoi. Et du coup, la force du storyboard, ça a été aussi ma faiblesse sur le rendu. Voilà. Alors, j'ai longtemps cherché mon rendu en comics, sur l'ancrage, sur comment je vais pouvoir gérer, voilà, cette finition, quoi. Et je tenais à le faire moi-même parce que, effectivement, au départ, j'avais le choix, en commençant pour Marvel, de pouvoir avoir passé l'ancrage, comme ils font souvent aux États-Unis. Mais c'était un choix délibéré de vouloir finir la planche noir et blanc jusqu'au bout, quoi. Voilà. Donc, dès que j'ai commencé, j'ai tenu à ça. Et comme il y avait une disposition dans le test qu'ils proposaient pour pouvoir finaliser ses propres pages, et ben voilà, j'ai opté pour cette option, ce qui a été un peu plus de travail et un peu plus de stress, mais au finish, je ne regrette pas, parce que même si parfois ça a pu être un petit peu laborieux,
au moins je pouvais m'en prendre qu'à moi et il n'y avait pas une transformation dans la personnalité du dessin. J'ai pu faire ce que je voulais avec mes qualités et mes défauts, quoi. La particularité dans l'animation, même après, par exemple, dans les comics sur lesquels tu bosses, c'est qu'il y a quand même souvent des approches, des designs qui sont très différents. Est-ce que justement, cette base sur laquelle tu as débuté, qui est celle du storyboard, de l'animation, où on demande souvent aux auteurs, aux artistes d'avoir quelque chose de très souple, de s'adapter Polyvalent. facilement. Ouais, Ouais, est-ce que oui. ça, c'est quelque chose qui te sert encore aujourd'hui? Je dirais que ça se passe pas trop à ce niveau-là parce que sur le dessin animé, effectivement, d'une série à l'autre, on va être amené à faire un cartoon réaliste, semi-réaliste. Bon, là, c'est pas le cas. On reste dans quelque chose de réaliste. Non, là, pour le coup, c'est quelque chose que j'ai pu découvrir avec Marvel au travers des différentes séries sur lesquelles j'ai bossé. C'est-à-dire que d'une série à l'autre, ça peut être plutôt dans le genre d'un polar, même chez Marvel, dans le genre de bouquin d'espionnage, comme nous avions fait pour Winter Soldier avec Rick Remender. C'était du pur James Bond boosté à la sauce Marvel, quoi. Ghost Rider, c'est du fantastique. Les X-Men, on a plutôt des univers de super-héros où ils sont en ligue, en cohorte, quoi. Donc, à chaque fois, le genre est différent et il faut s'adapter. Mais ça, je l'ai plutôt appris chez Marvel. Voilà. Et après, j'essaie de changer ma formule selon les projets, selon les besoins que peuvent appeler telle ou telle série. Et c'est vrai que j'essaie de changer un petit peu de recette. Et aujourd'hui, je dirais qu'au fil du temps, bon, j'affine un petit peu, j'élimine ce qui ne me convient pas et je garde ce qui me convient. Je mets plutôt des niveaux de gris et du lavis dans mon rendu, chose que je ne faisais pas avant, par exemple. Bon, des petites choses techniques comme ça. Et le dessin animé, en ce sens, ça a été un petit peu différent, effectivement. D'une série à l'autre, on change radicalement de style. Alors là, c'est pas le cas, c'est pas vraiment le cas dans le comics. Je reste plutôt dans le même Ouais. registre qu'ici, quoi. Et tiens, en l'occurrence aussi, moi, ce que je trouve intéressant dans ton parcours aussi, c'est entre guillemets les influences que tu as, dans lesquelles tu as été bercé pendant des années. Je sais que on peut dire que ça a commencé. En tout cas, c'est vrai que j'ai recueilli comme 3 auteurs sur lesquels je sais que tu es plutôt fan, Ah, oui, oui. notamment Régis Loisel. Ouais, oui, absolument, que j'avais rencontré, croisé à une ou deux reprises. Ça avait été un échange sympathique. Mais j'étais influencé enfin marqué par la quête de l'oiseau du temps avant de le rencontrer, parce que c'était un sens nouveau pour moi dans la composition de l'image et justement dans la narration, dans le storyboard qu'il faisait. C'était beaucoup plus dynamique, vivant, aéré, spatial, et il y avait, je trouve, quelque chose qui était tout à fait particulier, qui m'a beaucoup inspiré voilà, pour composer mes cases, pour appréhender la narration, pour placer les dialogues, même si je place pas forcément les bulles dans le comics. Mais voilà, tenir compte de ces espaces qui sont changeants, plus dynamiques chez Loisel à ce moment-là. Et puis, bien sûr, le récit de Serge Le Tendre avec ses personnages, c'était vraiment génial, quoi. Donc, effectivement, ça, c'est resté comme une des bandes dessinées phares, hein, pour moi, dans la façon de dessiner le comics, quoi. Et en fait, c'était mon père qui revenait d'Angoulême et qui m'avait ramené ces BD qui venaient de sortir, quoi. Et voilà, ça a été. Il avait tapé juste, il avait bon goût, le papa. Donc, j'avais dévoré ses bouquins. Il y avait aussi Les Armées du Conquérant de Jean-Claude Gall, et Jean-Pierre Dionnet. C'était super, ça. Au niveau du graphisme, c'était grandiose. Voilà, c'est des choses qui m'ont marqué. Entre autres, après, je ne sais pas, il y en a 3, mais j'en ai des milliers, hein, d'auteurs, des centaines, on va dire, qui m'ont influencé. Est-ce que tu suis encore ce que fait Régis Loisel, ou c'est un auteur finalement qui t'a bercé?
je vais acheter, je pense, son nouvel album là qu'il a sorti, parce que quand même c'est un événement. Ça fait longtemps qu'il a pas sorti de BD, et je pense que je vais me laisser tenter pour ça, c'est sûr. C'est sûr, c'est génial. C'est génial qu'il soit toujours là, et puis qu'on puisse lire ses BD, quoi. C'est vraiment super. Ça, surtout que voilà, l'ayant croisé, le type est super. Il m'avait donné des super conseils comme ça, très, très gentiment. Et j'avais montré quelques dessins, et voilà, c'était très spontané et très amical, tout en étant très encourageant. Voilà, on avait pris du temps pour m'aiguiller, parce qu'en fait, je connaissais son fils. On faisait un peu la fête ensemble, on était avec Aix-en-Provence, et indirectement par un ami, voilà, on se connaissait. Et puis au finish, à Angoulême, il finit par son fils fait passer une dédicace pour moi, un livre, et puis comme je cherchais aussi dans le dessin, qu'il avait été chez Disney, il m'avait gentiment donné tous ses contacts comme ça, parce qu'il avait vu mes dessins, et il m'avait dit, bon, ben, je te fais passer tous mes contacts. Son fils m'avait dit, voilà, il me dit de te dire que si ton rêve, c'est de bosser dans le comics, il me dit, va pas chez Disney, continue là-dedans, continue dans cette voie. Et tu vois, c'était un conseil assez sympa et finalement assez judicieux. Et c'est vrai que même si j'avais les meilleurs contacts pour bosser dans l'animation, et ben du coup, effectivement, j'avais continué plus dans la voie de la bande dessinée que d'aller chez Disney, quoi. Donc merci Régis Loisel, pensez ému pour cette petite anecdote et ce petit moment qui avait été super sympa. L'autre auteur que tu m'avais dit, en tout cas fortement apprécié, hop, il va apparaître dans une seconde, Jordi Bernett. Ah ouais, ben ouais, super, un maître. Jordi Bernett, c'est génial, c'est l'aisance, c'est le dynamisme, c'est l'ambiance, c'est l'ancrage, le roman noir, quoi, par excellence. Et puis l'expression, l'érotisme, voilà, il y a tout ce que j'aime dans Jordi Bernett. Voilà, bon, ils sont nombreux de la même école, les Joe Kubert, combien il y en a, je ne sais pas, il y en a tellement. Mais c'est l'école impeccable, là, tu vois, c'est le Graal, c'est quelque chose comme Alfonso Font aussi, c'est un peu de ces auteurs-là, de ces années-là. Voilà, c'est Wallace Wood, c'est ce noir et blanc, c'est ce dynamisme, c'est effectivement extraordinaire, quoi. Et plus curieux, et non pas, je dirais, malmené, que dans un style très différent, Ah bah oui, Franquin. Franquin, j'ai toujours. Mais c'est ça, j'ai été en fait influencé aussi bien par les auteurs franco-belges. J'aimais autant la BD franco-belge que le comics américain dans les publications de Lug, quoi. Et Ouais. Strange, et Spidey et tout ça. Et donc j'aimais les deux. Et quand j'ai commencé à faire la BD, des essais, des choses comme ça, c'était plutôt humoristique. Et puis, qui dit humour, je pensais forcément à Franquin, à Maurice, à Uderzo. Voilà, c'était les trois auteurs que j'adorais, quoi. Bien sûr, Tintin aussi, Hergé, mais voilà, c'est quelque chose qui est. Franquin, c'est resté pour moi comme une espèce de poète dans son genre, et ce dessin tellement réaliste, en fait, je trouve. C'est paradoxal de dire ça parce que c'est une caricature qui est poussée un peu à l'extrême, Gaston, surtout dans les derniers volets, quoi. Mais pour moi, il représente quelque chose qui est très, très réaliste dans ses poses, dans sa justesse. Et puis, bon, il y a toute la poésie de son jeté, des décors, de ce qu'il amène. Franquin, ça reste pour moi un maître, hein, évidemment. Je t'éviterai une séquence malaisante en te demandant de parler de la reprise de Gaston, hein, en enchaînant sur. Je l'ai acheté parce que je trouvais que c'était sympa, du bon boulot, et puis on a envie de voir Gaston,
Mais oui, bon, mais ça n'a rien à voir avec forcément Il n'y a pas la magie. Ça pouvait pas être possible de toute façon. Mais malgré tout, c'est un collègue et je pense qu'il fait du bon boulot. Malgré tout, c'est dynamique et voilà. Après, C'est propre. ça c'est leur vie, c'est la vie de Gaston. Ça, de toute façon, moi je garde précieusement mes éditions premières de Dupuis et je les ai là dans mon placard. Je les lis avec mes filles et c'est plutôt ça qui me réjouit, quoi. Je reviens régulièrement. Oui, absolument. Et enfin, pour moi, la transition, évidemment, parlant de comics un petit peu, en tout cas, on en parle depuis le début, mais c'est comme tu l'as évoqué déjà, tu as été bercé aussi par les parutions des éditions Lug, que ce soit avec Strange, notamment. Un très beau Daredevil de Jean-Yves Mitton, là. Là, oui, c'est celui de Mitton, ouais, plutôt, ouais. C'est celui de Mitton, hein, que j'avais croisé quelques fois, une paire de fois. Jean-Yves Mitton. Ouais, ben oui, tout ça, c'est mythique. Quand on a les bouquins, on sent l'odeur. Moi, je suis transporté 20 ans, 25 ans en arrière, quoi. Et qu'est-ce que tu retiens de cette époque? Est-ce que c'est des personnages? Est-ce que c'est des auteurs, en fait, aussi? Oui, complètement. Ouais, complètement. Bien sûr, c'est des séries, c'est des auteurs. Qu'est-ce que je retiens? Une foule de choses. D'abord, je pense que c'était comme les gamins aujourd'hui avec le manga, ça vient de loin, ça vient d'ailleurs, c'est un peu différent de notre BD à nous. Et je pense que ça a contribué largement à susciter ma curiosité, mon intérêt. Il y avait le format, la publication kiosque qui est plus régulière, plus mensuelle. Ça a contribué aussi à faire qu'on était tenu à ça. Il n'y avait pas le reste non plus. Hein. On avait moins de jeux vidéo, moins de séries, moins de Netflix. C'est notre époque aussi. Donc il y avait ça. Et c'était pour tout l'or du monde, il ne fallait pas manquer les aventures de Spider-Man, des 4 Fantastiques, des X-Men. Voilà, alors quand je pouvais soudoyer un petit peu mes parents au bureau de tabac et qui me disaient, comme disait pas, mais c'est des conneries, mais papa, c'est pas plus con que l'équipe quand même. Il y a des vrais sujets là-dedans, il y a du SOP, il y a plein de sujets qui intéressent les jeunes, les ados, comment on fait avec les copines finalement. Peter Parker, lui aussi, il a des problèmes là-dedans. Et du coup, voilà, toutes ces questions-là qu'on peut se poser sur la société, Marvel y répondait quelque part. Et je pense que ça aussi contribuait au fait, pour moi, du succès de ces séries. Au-delà de la castagne, il y avait en plus un côté soap, un côté sociétal qui, bien que ça ne soit pas ma préoccupation première consciemment à ce moment-là, mais je pense que c'était très important pour l'accroche de la lecture de ces séries à cet âge-là, quoi. Et donc, avec ce melting pot d'influence, tu en arrives à finalement débarquer dans le monde officiel de la BD via Marvel, chez Marvel, avec collaboration. Comment ça s'est passé? Comment t'es arrivé là-bas, pour faire simple? Écoute, j'ai pas complètement abordé tous les sujets sur mon parcours, ce que je fais et ce que j'ai fait et tout ça. J'ai quand même passé beaucoup de temps à nourrir ce rêve d'aller travailler et faire du Marvel et des super-héros, du Marvel ou du DC, hein, d'ailleurs, parce que bon, malgré tout, même si je suis plus abreuvé de la culture Marvel par les publications Lug, il y avait quand même du DC, ça me fascinait aussi, mais on en lisait moins. Voilà. Et du coup, j'ai été plus Marvel. Alors, j'ai longtemps cherché à proposer mes petits talents, mes petits services, à essayer d'être à la hauteur de pouvoir rentrer et travailler avec eux. Donc, en fait, ça avait commencé très tôt quand je suis sorti de l'école BTS de pub où j'avais eu des relations privilégiées avec un ami à moi, artiste, qui enseignait à l'école. Et on est resté amis et qui m'a apporté beaucoup de générosité pour affirmer mon trait et élargir mes compétences. Il m'avait fait rentrer dans le dessin animé. Et donc, à la suite de ça, je cherchais malgré tout désespérément à faire de la bande dessinée, à placer des projets, à
à aller à droite, à gauche, taper aux portes. Et Marvel faisait partie de mes idées lointaines et compliquées, mais finalement, parce qu'on ne faisait pas ça à l'époque, on ne travaillait pas à distance, on ne travaillait pas avec les Américains. Malgré tout, j'avais cette idée-là de pouvoir faire du comics, des super-héros. Il se trouve que j'ai travaillé un peu tout seul dans mon coin, notamment à l'armée, l'anatomie, les postes de super-héros, travailler le dessin personnellement pour pouvoir arriver au niveau de prétendre à travailler dans une maison telle que Marvel. Et il se trouve que j'ai rencontré mon cher ami feu aujourd'hui Vincent Argelaguet qui avait une boutique de comics à Avignon. C'était une des premières. Il y avait peu de monde qui vendait du comics original américain en VO. Et ça faisait partie de ces boutiques pionnières un petit peu. Il y en avait une à Marseille, et bien il y en avait une à Avignon. Et il se trouve que cet homme-là, dans sa générosité, avait invité tout un panégyrique d'auteurs américains. Il avait fait venir Jim Lee à Avignon, il avait fait venir Ryan Benjamin, Arthur Adams, toute l'équipe d'Image, en fait. Et j'avais pu rencontrer ces personnages-là, ces mecs-là qui venaient un petit peu hallucinés des États-Unis et qui étaient reçus par un type comme ça, hyper généreux sur Avignon, qui leur a fait faire le tour d'Avignon et rencontrer tous les jeunes qu'il avait et qui rêvaient de ces auteurs américains, de comics, de ces imports-là. Voilà. Alors pour moi, c'était une grande chance de pouvoir un petit peu regarder leur montrer des dessins, regarder ce qu'on pouvait faire, etc. Et puis, grâce à ces initiatives et à ce personnage-là, j'ai pu me constituer sur ces encouragements. J'ai pu rencontrer Marvel France, c'est-à-dire Panini, le rédacteur en chef, et Sébastien Dalin, avec qui il était en contact, sur Panini France, pour pouvoir leur montrer des dessins à Angoulême. Et là, ils m'ont dit, c'est pas mal, il y a encore des faiblesses, mais il faut y aller, il faut tenter le coup, il faut les... Il m'avait dit, l'Italien Marco Lupo, il m'avait dit, il faut les faire chier un petit peu, il faut les harceler. Alors, j'avais envoyé des dossiers. Et puis, Vincent m'avait, au travers d'une campagne de dessin, d'ailleurs, c'est là, à cette occasion-là, que j'avais rencontré Jean-Yves Mitton, on avait dédicacé ensemble dans sa boutique et vendu des affiches. Et avec cet argent-là, il m'avait payé le billet pour aller aux États-Unis et taper à la porte des grandes maisons d'édition, quoi. Et c'est comme ça que je me retrouve aux États-Unis, à New York. Et avec mon carton à la main, un copain qui me suivait dans mes aventures là, et qui rêvait de découvrir New York, on découvre ça ensemble. Et puis, de fil en aiguille, en tapant à la porte, à l'époque, il n'y avait pas de sas électronique et d'empreinte de la rétine et de digicode, si tu veux. On rentrait comme ça, il y avait un réceptionniste, et puis le réceptionniste, je lui montre des dessins chez DC, chez Marvel. Et il me donne des numéros de téléphone d'éditeurs comme ça. Et c'est comme ça que j'ai pu faire en appelant un éditeur dans la rue d'une cabine téléphonique. Il y avait à peine commencé à avoir les portables, c'était en 99-2000. Et c'est comme ça que j'ai un type que je ne connais pas dans la rue, je me démerde avec mon anglais, et puis je lui faxe des dessins. Il me dit, ouais, si tu as des dessins, faxe-les-moi. Alors, je vais chez Kinko, je faxe, les dessins arrivent chez lui, je le rappelle de la cabine, il me dit, ok, allez, rendez-vous après-demain dans mon bureau, et voilà. Et c'est là que je fais la connaissance de cet éditeur qui était fort sympathique, Andrew Helfer, chez DC Comics, et qui me fait faire 2 pages payées dans The Wild Wild West, The Big Book of Wild Wild West, chez DC Comics. Et ça avait été mes premières planches officielles américaines, quoi. Donc j'étais un peu stupéfait et ravi de cette aventure. C'est-à-dire que j'avais tellement mis en place tout un truc d'apprendre à dessiner les comics, d'envoyer des dossiers, de faire plein de dessins, d'avoir rencontré Panini, notamment Loisel, qui m'avait dit « Mais non, on bosse les super-héros parce qu'il y a quelque chose d'intéressant dans ce que tu fais, va dans ce sens ».
mon ami Vincent qui m'encourage, l'entourage autour, finalement, j'avais été un petit peu porté pour aller vers là-bas et me rendre compte que après toutes ces démarches joyeuses et nombreuses, ça se passait, quoi. Finalement, il y avait quelque chose qui se produisait. Alors évidemment, je n'ai pas pu y rester, je n'ai pas pu bosser là-bas parce que je n'avais pas les sous et on ne travaillait pas à distance avant. Et je leur disais, bon, mais parce qu'ils commençaient à me dire, il y avait Mike Carlin, l'éditeur, il commençait à me dire, bon, peut-être ça serait sympa de le mettre sur Superboy, là-dessus, une première série dans laquelle je puisse faire du crayonné pour la série. Je trouvais ça extraordinaire. Mais il a fallu que je rentre. Et je leur ai dit, mais on va sans doute pouvoir bosser à distance. Je sais que ça peut se faire. Voilà, mais il n'y avait pas encore Internet. Ils m'ont dit oui, oui, et puis je suis parti, et puis après c'était fini. Tu vois, je suis parti aussi parce que j'avais quand même un petit peu de boulot de mon côté en France. Il fallait bien bosser. Et je n'étais pas absolument déterminé à rester un New-Yorkais acharné, à trouver un boulot de serveur pour pouvoir survivre et louer un appart ou une piole dans Manhattan, tu vois. Donc voilà, mais malgré ça, alors j'ai pu les revoir après, j'ai revu l'éditeur, il n'avait pas de boulot, il m'avait expliqué que quand je lui avais envoyé ces fax, que je l'avais appelé, j'avais eu de la chance, parce que c'est ça la vie, il faut toujours avoir un petit peu de chance. Eh bien, il avait reçu les recommandations d'un dessinateur par un de ses collègues et il le trouvait très mauvais. Et il avait été un peu furieux quand ses collègues lui recommandent quelqu'un qui ne valait pas le coup, quoi. Et moi, j'appelle à ce moment-là et je lui envoie des dessins et il trouvait ça assez frais, assez joyeux et un petit peu pertinent. Et c'est comme ça qu'il m'a accordé une interview et c'est comme ça que j'ai commencé à faire les planches. Quand je suis revenu un an plus tard en essayant d'entretenir ces relations, eh bien, il m'a reçu gentiment, mais bon, il n'y avait plus spécialement de travail, la conjoncture n'était pas la même. Et voilà, il m'avait raconté gentiment cette histoire. Alors après, comme je lui soumettais quelques projets personnels avec des scénarios que j'avais eus de scénaristes français passionnés de DC Comics, il m'avait dit bon, écoute, les scénarios, c'est pas génial, je préfère te filer en test et pour que tu t'entraînes, non scénario, parce que voilà, c'est déjà plus approprié. Et du coup, j'avais fait quelques tests comme ça avec eux sur quelques dessins. Mais voilà, encore une fois, je n'avais pas pu tenir, rester à New York pendant un mois ou deux, ça commençait à devenir compliqué financièrement. Je bossais à la bibliothèque où je faisais mes planches à Central Park, tu vois. Je me faisais traduire les scénarios par mes potes français de là-bas qui avaient un restaurant à New York. Donc, c'était bien pratique parce qu'on rencontrait des gens. En fait, c'était une période de ma vie vraiment géniale. Mais voilà, je ne pouvais pas tenir à ce moment-là. Et donc, voilà. Bon, pardon, je suis très bavard et ce sont de longues histoires. J'y suis revenu bien plus tard, après avoir bossé longtemps dans le dessin animé, après avoir bossé aussi sur les 4 Fantastic Four en animé à Paris. Et avoir essayé aussi là de choper des contacts pour entrer chez Marvel qui n'ont pas réussi. Finalement, c'est par le biais d'un agent qui a placé mon book, qui les connaissait bien, qui les connaît bien, qui est aussi resté un ami et qui m'avait placé là-bas. Il avait laissé un dossier, un portfolio. Et puis là encore, même espèce de coup du destin, coup de bol, j'avais complètement oublié que je lui avais laissé un portfolio. Bon, entre-temps, le boulot avait repris. Un an plus tard, je ne m'en souvenais même plus. Et j'avais laissé beaucoup de dessins sur Ghost Rider. Voilà, j'aimais bien le personnage, je suis motard. J'ai appris à dessiner. J'ai commencé à dessiner et à faire de la moto à peu près au même âge, quoi. Donc, c'est un personnage que j'aimais bien, tu vois. Alors, j'avais fait plein de dessins sur Ghost Rider, même des petites séquences de bande dessinée, monté un scénario là-dessus, grâce à l'aide aussi d'un scénariste marseillais. On avait pu construire une histoire parce que c'est toujours très difficile de faire des planches comme ça sans histoire. C'est vraiment sans rien raconter. Il n'y a rien à raconter et ça ne fait pas des bonnes planches. Donc, il faut avoir une histoire. Alors voilà, j'avais de l'aide un peu de ce côté-là. Et puis,
tout un panel de dessins, la moto, le Ghost Rider lui-même. Voilà, c'était devenu pendant un temps mon objectif, quoi. Donc j'avais laissé ce portfolio et 1 an plus tard, la personne en question me rappelle en disant mais tu sais Roland, là je viens de passer au bureau chez Marvel et puis je pense qu'ils vont te contacter parce qu'il se trouve que l'éditeur de Ghost Rider cherchait quelqu'un de nouveau, du 109, renouveler le catalogue et repartir sur d'autres bases avec un nouvel auteur et un nouvel écrivain. Et je pense qu'ils vont t'appeler parce qu'ils aiment tes dessins. Alors, quelle ne fut pas ma surprise. Je bois mon café, je bois une bière avec les genoux qui claquent. Et puis, rapidement, arrive le mail, le test. Je lâche tout ce que j'avais sur le moment, des boulots que j'avais, même les productions en dessin animé, je lâche tout pour faire ce test, parce que j'avais attendu trop longtemps et il fallait absolument le réussir. Et en 1 semaine à peu près, on a déterminé combien de planches je pouvais faire pendant la semaine, si j'allais les ancrer ou pas, et puis à quel prix. Voilà comment j'allais être payé. Là-dessus, je reçois le contrat de Marvel, ce qui est un contrat de principe, un contrat de pigiste où tu es payé voilà, à la page, avec un intéressement sur les ventes. Et nous voilà partis. Nous voilà partis sur la série Ghost Rider avec Jason Aaron, qui est un auteur que je ne connaissais pas. Voilà. Et entre-temps, j'apprends à connaître qui est cette personne-là, ce type-là, là, au moins au niveau des écrits, tout ce qu'il a fait. Je me rends compte que ça a l'air très solide et très sympa. Et dès que j'ouvre les premières pages et que je lis ces super scénars, je suis enchanté, quoi. Alors après, j'ai tellement pas eu le temps de réaliser ce qui arrivait qu'il fallait déjà rendre les planches. Tu sais comment ça se passe. Que j'ai pas tellement eu le temps de stresser à ce niveau-là. Je stressais plutôt pour rendre les planches à temps parce que sachant dans le dessin animé bosser à distance comme avec les Américains qui sont loin, si on ne rend pas dans les délais, on est viré en quelque sorte. Donc, je devais faire absolument 5 planches ancrées par semaine, pardon. Et sinon, ça allait pas passer, quoi. Si ça marche pas comme ça, ils te rappellent plus, ils te font plus travailler. Ils ont accepté en fait facilement le fait que, tu sais, souvent on fait des crayonnés et le rôle d'ancrage est réalisé par quelqu'un d'autre. Toi, tu aimes faire ça, mais est-ce que ça a été facile, notamment pour, on va dire, déjà une première mini-série à faire accepter à l'éditeur? Pour moi, mais pour eux, ils avaient validé le fait que j'ancre mes planches. Ouais. Mais après, pour moi, je me suis battu avec la finition, l'ancrage, comme je te racontais tout à l'heure. Voilà, je n'étais pas forcément rodé aux arts appliqués et à la finition en bande dessinée, quoi. Je me sentais plutôt à l'aise sur les refs, la baston, la narration, bien qu'il ait fallu quand même adapter par rapport au storyboard et la bande dessinée, c'est quand même pas pareil. On met moins d'images en bande dessinée, mais ça, c'est une adaptation qui s'est faite assez vite, et je dirais grâce aussi à l'éditeur du moment chez Marvel, qui s'appelait, je crois, Aubrey Sisterson, qui me drivait pas mal sur les cadrages, sur la narration, sur justement, pas trop éclater les pages. Moi, j'avais en tête que le comic, ça pouvait déborder de tous les côtés. Ils étaient revenus à ce moment-là à une école, finalement, l'école européenne les séduisait pas mal pour pouvoir raconter clairement des histoires et faire des bonnes bandes dessinées et éviter de rentrer dans quelque chose de trop éclaté. Voilà. Donc, j'ai eu un bon briefing et puis surtout, il y avait un super scénario. Donc, quand tu as un bon scénario, toutes les images te viennent, tu n'as qu'une envie, c'est de raconter ça du mieux que tu peux, quoi. Donc, j'ai toujours gardé ce credo-là de me dire que l'histoire, c'est le point essentiel, c'est ce qu'il faut véhiculer. Et tant pis, je préfère qu'on me dise que le dessin n'est pas terrible, mais qu'on a aimé l'histoire et qu'on a lu le bouquin jusqu'au bout, plutôt qu'on me dise waouh, c'est vraiment un artiste fabuleux, mais bon, voilà, le bouquin, je ne l'ai pas lu, quoi. C'est ça. Donc, du coup, j'ai eu la chance parce que j'ai souvent eu de très bons scénaristes.
Eh ben justement, parlons-en de ces scénaristes, parce que durant tout ton parcours, tu as quand même collaboré avec pas mal de noms. Tiens, je fais la petite anicroche par le petit commentaire de Seb de Mirage sur Facebook, qui nous dit la pression, ça doit être quelque chose. C'est un peu le jeu du comics, Ouais. non? De devoir enchaîner avec une pression permanente. Ben, écoute, maintenant, je dois dire que j'ai beaucoup moins l'impression parce que j'ai un peu plus de métier. Et de toute façon, enfin, il me semble que dans la bande dessinée, dans le comics, il faut quand même sa petite dizaine d'années pour arriver à avoir sa personnalité, sa touche, et ses recettes, ses gimmicks. Voilà. Donc maintenant, ça va beaucoup mieux. Mais j'ai vécu dans la peur pendant des années, la peur de ne pas rendre à temps. J'en rêvais Ouais. la nuit, tu te défonces pour aller jusqu'au bout. Et puis, mon Dieu, quand tu as rendu et que tu vois que le dessin est parti et qu'il est un peu tordu, bon, ben voilà, c'est parce que tu n'as peut-être pas assez dormi. Voilà, ça fait partie du jeu. Mais voilà, au moins, tu ne regrettes pas parce que tu as donné tout ce que tu pouvais, quoi. Tu as fait de ton mieux. Donc, voilà, je me suis dit souvent, ah, j'aimerais bien recommencer quelques planches de certaines séries ou même tout recommencer. Mais il n'y a rien à regretter parce que voilà, j'ai fait tout ce que j'ai pu, comme j'ai pu au moment où ça venait, quoi. Et Alors puis, après, à chaque série, on progresse. Sur chaque série, on découvre quelque chose de nouveau. Chaque série est la dernière et la meilleure, et chaque série t'enrichit, quoi. ce que j'allais dire pour reprendre, c'est que quand tu débutes avec Jason Aaron, on n'est pas encore sur l'auteur qu'il a fini par devenir au fur et à mesure du temps, en fait, puisque derrière, c'est l'auteur pour moi d'une série qui est absolument géniale qui s'appelle Scalp, là, Oui, où mais j'ai réussi c'est déjà l'auteur de Scalp, hein. À ce moment-là, à ils avaient déjà sorti Scalped. et, Et justement, je ne le connaissais pas, bon, je ne savais pas ce qu'il avait écrit. Et puis, quand j'ai lu Scalped, j'avais acheté le premier tome, là. J'ai fait, waouh, putain, mais il est super fort, c'est un super écrivain, quoi. C'est un mastermind, quoi. Voilà. Et en plus, il envoie du dur, quoi. Parce qu'après, on a fait le Punisher de Noël, le Punisher Christmas spécial. Ouais, c'était super son petit conte de Noël du Punisher, là. Ouais, qui ouais. était, qui était hop, retrouvé là, dans ce volume-là, publié en France chez Panini, dans le côté Punisher Max. Voilà, on le voit ici. Bravo, mais t'as tout, en fait, t'as toute Ah la bah, bibliothèque. on essaie d'être complet hein, lorsqu'on invite quelqu'un. Et donc, ouais, ce Jason Aaron, entre guillemets, te met que tu commences, entre guillemets, à mettre le pied à l'étrier avec un auteur qui est en pleine explosion, hein, puisque derrière, Jason Aaron ne va pas continuer à gagner en puissance, y compris chez Marvel, hein, d'ailleurs, où il deviendra de plus en plus présent. Sur des personnages qui finalement, je dirais, sont déjà reconnus, que ce soit le Ghost Rider, que ce soit le Punisher. Et le Punisher, justement, parlons-en, ça va te permettre de commencer à collaborer avec un autre scénariste avec qui tu collabores encore et toujours, c'est Rick Remender, Ouais. puisque ta première apparition à ses côtés, elle est venue dans le début d'un arc scénaristique qu'on a là, que j'aimerais bien d'ailleurs que Panini réédite en bel album. Un petit message que je trouve Franken Castle, voilà, qui était une série où on a vu le personnage de Frank Castle se faire déchiqueter dans tous les sens et Ouais. revenir à la vie sous une sorte d'ersatz de monstre de Frankenstein. Et tu es arrivé, en fait, dans la série, aux côtés d'auteurs comme Tony Moore, comme Dan Brereton. Ouais. Et arrivé, d'ailleurs, c'était sorti ici, hein, d'ailleurs. Ouais, ouais, ouais. Euh, Ouais, je C'était crois que sur c'est le. Tony Moore qui avait commencé avec Rick là-dessus. Ouais, ouais, ouais. Et c'était marrant que Tony Moore avait aussi continué sur Ghost Rider avec Jason Aaron. Tu vois, ça avait fait un peu les vases communicants. On se suivait un C'est ça. peu. Et ouais, Et, ouais, effectivement. et c'est vrai qu'on pourrait dire, bah, tu as bossé sur un Franken Castle, donc une autre version du Punisher. Hop, tu avais aussi fait celui-là, qui était une version Ouais, ouais. finalement beaucoup plus réaliste Beaucoup plus encore. réaliste. Ouais, ouais. On revient dans l'univers du polar et du. Ouais. Et, et pour le coup, vu que tu as bossé plusieurs fois avec Remender au départ, tu arrives comme ça dans la série,
ça se passe suffisamment bien pour que lui te pousse pousse ton nom auprès de l'éditeur, ou finalement ça matche bien et l'éditeur du nom? Rick, ça m'a toujours étonné les encouragements et les compliments et l'enthousiasme qu'il a manifesté dès qu'on a commencé à travailler. Dès les premières planches découpées, même pas fini le découpage, parce que bon, je travaille avec l'éditeur, je reçois le scénario, je fais un petit découpage assez succinct, il faut dire, assez sommaire. Je mets juste les expressions, les cadrages, mais je ne cherche pas à dessiner. Mais dès ses premiers découpages, il avait été dithyrambique et l'éditeur me disait, je ne sais plus qui c'était à l'époque, peut-être Sébastien Guirner, je ne sais plus. Et il me disait, mais je t'assure que je ne peux pas te décrire comment Rick Remender est super content de ce que tu fais en termes de narration. Voilà. Et donc Rick a toujours été dithyrambique, il m'a toujours encouragé et m'a toujours, je suppose, porté chez Marvel pour qu'on bosse ensemble, en fait, quoi. Parce qu'il trouvait que la narration avec lui et moi, ça fonctionnait hyper bien, quoi. Et bon, c'était très réjouissant, très flatteur, et ça m'a beaucoup aidé, non seulement de bosser sur les séries, mais d'avoir cet encouragement. Je crois que, en fait, je suis un peu un enfant gâté à ce niveau-là. J'ai toujours eu beaucoup de gens qui, dans mon entourage ou dans le boulot, qui m'ont encouragé. Et je crois que c'est important pour moi. En tout cas, je m'en suis largement servi, appuyé là-dessus, parce que des fois, on est moins motivé. On dit, mais pourquoi on fait ça? Qui va le lire? Et puis, c'est nul quand on regarde Busma, Barry Windsor-Smith, Bisley, qui sais-je. Mais bon, ce que tu fais, est-ce que ça vaut le coup? Je ne sais pas. En tout cas, moi, je prends du plaisir à le faire, mais une fois qu'on a fini le comics, voilà, on est un peu déprimé. C'est sorti, on est sur les genoux et il faut recommencer. Donc, les encouragements comme ça, les sollicitations comme ça professionnelles, c'est des petits moteurs qui font qu'on continue et que ça vaut le coup de se battre là-dessus si on est passionné, quoi. Voilà. Est-ce que le fait que Rick Remender, au départ, est illustrateur, dessinateur aussi, c'est peut-être ce qui lui a permis de voir on va dire les qualités de ton travail par rapport à d'autres scénaristes avec lesquels... Je ne savais pas qu'il était illustrateur au départ. Et je l'ai su après, il dessine bien. Hein. C'est vrai bon, ça va, c'est un dessinateur qui est quand même très correct, quoi. Et je suppose, oui, on va dire oui, disons oui. On lui demander. Je vais essayer de il est très proche des dessinateurs et du graphisme. Et voilà, il sait ce qu'il aime, il sollicite les gens qu'il aime. Maintenant, avec sa notoriété et sa production, elle est tellement prolifique. Bon, il se fait plaisir à bosser avec les auteurs qu'il aime, quoi. Voilà, il a bien raison. Tac. Tiens, voilà par exemple une couverture une pochette d'album qu'il avait réalisé d'ailleurs. Ah ouais, c'est sympa. C'est marrant, ça va bien dans le type de BD qu'il propose aussi, assez déjanté, loufoque, très voilà, les jeunes de la rue, les années 80, et puis le délire, quoi. Donc, tiens, c'est l'occasion de montrer un album. Je ne connaissais pas, elle est sympa. Et donc, Rick Remender, tu as aussi bossé sur un personnage qui est devenu très populaire ces dernières années au cinéma, qui est le Winter Soldier. Je le montre là, hop, sur cette mini-série. Et puis, qu'est-ce que j'avais noté d'autre? Ah, puis, tu as aussi bossé avec un autre scénariste qui est plus discret ces dernières années, qui est Brian Wood, sur du Wolverine and the X-Men. Enfin, on avait partagé le taf là, avec Mark Brooks. Ouais, c'était Mark Brooks, exact. Ouais. Je faisais l'univers des X-Men et de l'école des X-Men, et puis Mark Brooks, lui, faisait les batailles psychiques avec Kid Omega, là, je ne sais plus comment il s'appelle. Omega, ouais. Ouais, je sais plus, je les connais pas. Je suis pas. On finit par oublier. Ouais, c'est ça. Wolverine, c'est un personnage que tu aimes plutôt, puisque tu l'as plutôt bien, je pense. Tu l'as aussi rebossé sur ouais, alors,
Je sais pas, tu veux qu'on parle de Winter Soldier, Wolverine, j'ai des anecdotes pour tout et ça peut durer 10 minutes pour chaque truc. Hein, donc, Vas-y, fais-toi plaisir. Au contraire, c'est l'occasion d'en parler. Bon, super. Écoute, merci de me laisser parler. Quand j'étais petit, non, pour faire simple, Winter Soldier, pour finir avec Rick là-dessus, ça avait été une collaboration géniale parce qu'à ce moment-là, j'étais à Berlin. Et on me propose ça, et Rick, avec qui j'avais bossé, il me dit c'est super, Roll, c'est vraiment un truc pour toi. Ça va être de l'action, l'histoire est bête, l'histoire est con comme ses pieds. Mais c'est complètement nul l'histoire. Alors déjà, un scénariste qui te dit ça, c'est génial. Bien vendu. Moi, je suis dans mes bras, tu vois. C'est-à-dire, il ne se prend pas au sérieux, il sait où sont les points forts et il ne se raconte pas d'histoire, justement. Le scénario basique, ça va de A vers B, les protagonistes, c'est classique, c'est du James Bond, c'est de l'action, de l'ultra découpage, tu vas cartonner là-dedans. Bon, génial. Et pour une fois, ça a été un des rares projets avec Marvel sur lesquels on a pu faire un petit peu de développement et de design avant d'avoir le scénar, avant de commencer. Donc Rick m'avait dit, c'est du James Bond, imagine tous les méchants de James Bond que tu fantasmes, les gadgets, leurs traits de caractère, etc. Fais-en une panoplie et puis on verra. Et on verra ce qui... Moi, je suis un fan de James Bond, me disait-il, et donc avec ça, on va faire quelque chose. Donc, j'ai pu faire beaucoup de design, développer beaucoup de trucs pour qu'après, ça puisse s'intégrer dans le bouquin, et notamment de foutre David Bowie en méchant pendant la guerre froide. C'était génial de pouvoir faire ça, quoi. Voilà, ça, comment dire, souvenir particulièrement chaleureux pour cette série, son histoire et ce bouquin, quoi. En plus, j'étais à Berlin à ce moment-là, la guerre froide, les trains, l'Allemagne de l'Est, c'était juste super, tu vois, c'était dans l'ambiance. Et puis... Tu avais ta documentation. J'avais l'ambiance, tu vois, voilà, il neigeait, c'était parfait, tu vois, moins 10, voilà, donc ça c'était sympa. Et puis, je ne sais pas de quoi on parlait juste après. Tu me disais sur... Mark Brooks et Wolverine. Voilà. Alors, Wolverine, ça, c'est encore un autre truc. C'est juste après avoir fait Ghost Rider, on propose de faire un one-shot de Wolverine qui s'appelait Chop Chop. Un épisode. Et donc, moi... C'est Mike Benson, non? Ça doit être ça, je crois, au scénar. Ouais, Mike Benson, son histoire était super, très adulte et très sombre. Voilà. Et justement, je venais de finir Ghost Rider, je pensais rester confortablement sur le titre et continuer à faire mes armes et à creuser le personnage. Je me voyais continuer la série. Et puis, il me propose ça, il dit, putain, Wolverine, bon, c'est génial, hein, mais comment je vais faire ça des centaines de dessinateurs ont dessiné Wolverine. Moi-même, j'ai jamais... si, j'ai dû m'amuser à dessiner Wolverine comme ça, mais version comique, quoi, peut-être pour en faire des parodies. Je savais pas comment aborder le truc, et finalement, l'évidence m'a frappé d'un éclair. J'avais un ami qui est petit, trapu et élagueur et qui bosse dans les jardins, dans les arbres, une espèce de singe qui monte comme un singe dans les arbres, qui est costaud, qui est fou et qui a une gueule, tu vois. Et je lui ai collé des griffes en carton dans les mains et j'ai fait plein de photos. J'ai plein de docs là-dessus de sa gueule, son trait et son espèce de côté sauvage où on se ratatine en photo avec des copains à coups de griffes en bois et en carton, quoi. Et donc ça a été mon approche pour leur donner les premiers croquis. C'est-à-dire que d'après ces photos, d'après les quelques photos qu'on prenait à l'arrache comme ça, hein, de mauvaise qualité, j'ai pondu les croquis de Wolverine. Et là, Marvel, ils ont adoré, quoi. Et du coup, j'ai pu commencer à bosser là-dessus assez confiant, on va dire, parce que je tenais, c'était un pote, je dessinais un ami, en fait. Donc, j'incarnais vraiment un personnage. C'est plus de doute. La voix, c'était ça.
que ce soit plus ou moins bien réussi d'une case à l'autre, ça, je laisse le public en juger. Il y a eu des défauts et de l'apprentissage. Mais en tout cas, moi, ça me confortait dans ma démarche de dire, ben voilà, c'est quand même assez sympa. Il y a un bon scénar, déjà, encore une fois, c'est cool. C'est assez dark, c'est assez adulte, super. Ça va dans le registre aussi de ce que j'ai fait avec Ghost Rider. C'est un autre registre, puisque c'est plus un polar, un slasher, en fait. Donc ça, c'est bien, je vais apprendre autre chose. Et voilà, la voie de dessiner un peu plus d'après-photo, de rentrer un peu plus dans le réalisme, d'incarner vraiment un personnage par le biais de l'amitié avec un copain. Voilà, ça a vraiment déterminé le fait que ouais, j'aimais bien dessiner Wolverine, du coup. C'était mon pote, quoi. Et au fil des ans, chaque fois que j'ai redessiné Wolverine, c'est marrant, il y a eu Old Man Logan, lui aussi il vieillissait. Alors, c'était assez rigolo de lui faire les cheveux blancs parce qu'il avait pris des cheveux blancs entre-temps, tu vois. Et puis, et donc, ouais, donc on avait parlé de Rick Remender chez Marvel, etc. Mais il y a aussi une autre série avec un autre grand nom du comics, qui est Warren Ellis, sur la série Karnak, où tu as qui avait commencé avec Gerardo Zaffino, voilà, au dessin, et que tu es venu suppléer dès l'épisode 3, si je ne dis pas de bêtises. Il y en avait combien? 6, 7, oui, 6. Oui, sur l'épisode 3, parce qu'il y avait eu un autre artiste entre-temps qui avait pris un épisode. Je crois que Geraldo Zaffino avait fait 2 épisodes. Antonio Fuso, voilà. Ouais, Daniel Fuso, ouais. Et voilà, il avait fait un épisode. Et puis après, j'ai été appelé pour prendre au pied levé la suite du bouquin, parce qu'apparemment, je ne sais pas pour quelle raison, ça ne fonctionnait pas avec Gerardo. L'artiste de départ, quoi, voilà. Il avait pourtant fait un super boulot. Alors, donc, du coup, je viens sur cette série et je vois ce qui a été fait avant. Et puis, bon, c'est un peu un réflexe de ma part. C'est un bouquin en cours, j'ai une espèce d'idée de la continuité. C'est un peu aussi mon réflexe de technicien, de créatif dans le dessin animé. C'est un peu l'équipe, quoi, qui prime dans ces cas-là. Et sans vraiment qu'on me le demande, je pense que j'ai été beaucoup inspiré par les dessins de Geraldo là-dessus, parce qu'il avait un trait très organique, avec beaucoup de modelé, d'effets d'ancrage, et je me suis dit, waouh, c'est génial, je vais essayer ça, parce que finalement, c'est une voie sympa, et tant qu'à faire, autant voilà, essayer d'aller dans une continuité, alors sans vouloir imiter, mais tout de même reprendre pas mal de modelé, d'effets un peu plus croquis. Je crois que ça correspondait aussi à ce que j'avais fait avec Ghost Rider. J'ai toujours été un peu identifié comme quelqu'un de voilà, un peu scratchy, un peu croquis, un peu sale, un peu organique. Voilà. Alors pour le pire et le meilleur, je ne sais pas. Mais du coup, ça m'a permis de voir aussi un peu pour la première fois des niveaux de gris sur mes planches, de mettre du lavis, de mettre des nuances de valeur, de ton. Et ça avait été une super expérience. Encore une fois, un scénariste presque de légende, quoi, Warren Ellis. Warren Ellis avait une description très précise et très orientée de ce qu'il voulait. Et j'ai eu des scénaristes, ça a été les antipodes. Je pouvais recevoir, par exemple, sur les X-Men, c'était pas avec Warren Ellis, mais sur les X-Men, des scénarios où il n'y avait même pas de dialogue, où il n'y avait même pas de découpage de cases. Et j'aimais beaucoup ça parce que ça donnait une grande liberté. Et Warren Ellis qui imposait des trucs avec des descriptions assez poussées sur des concepts sur ces descriptions. Encore une fois, ça se passe à Berlin, donc même si je crois que j'étais plus à Berlin à ce moment-là, bon, je connaissais un petit peu les lieux et j'étais très inspiré par ça. J'ai dû dessiner la tour de Berlin. Il m'avait dit, wow, Roland, magnifique la tour de Berlin, ça c'est cool, quoi. Et pourtant, il n'en donne pas beaucoup des compliments à Warren Ellis. C'est le pacha qui règne en maître, quoi. Voilà. Et donc, du coup, je continue sur cette série. Et malgré tout, il y a eu beaucoup de problèmes parce que Warren Ellis a eu des problèmes de santé. Et en fait, Marvel ne voulait pas tellement me dire ce qui se passait. Je ne recevais pas les scénars.
Donc, Ouais. du coup, j'ai eu un peu plus de temps pour faire certaines planches au milieu. Je m'applique, je peaufine au maximum en me disant, bah, tiens, c'est quand même intéressant. Vu que j'ai un peu plus de temps, eh ben, je vais mettre un peu plus de sueur. C'est toujours intéressant. Et puis, bon, ben, on a fini par terminer le bouquin, mais alors largement en dehors des délais. Moi, à ce moment-là, ça fait partie de ces jeunes années chez Marvel où je ne savais pas ce qui se passait. C'est très difficile de connaître la communication, de savoir si c'est de ta faute, pas de ta faute. Ou en un Si c'est temps avec vivant, les c'est en quelque sorte, vous m'avez tellement terrorisé avec cette histoire de délai, où je me suis moi-même terrorisé, que je ne comprends pas que les sorties soient annoncées et que je n'ai pas le scénar. Voilà, il y a quelque chose qui cloche. Mais personne ne voulait rien me dire. Warren Ellis, oui, bon, mais il est malade. Voilà, et donc je pouvais attendre 1 mois, 2 mois, et j'avais toujours pas de scénar, quoi. Alors, ça a ça dû, rendait les... Ouais, c'était perturbant. du C'était coup, ça a perturbant. intensifié le délai pour toi? Tu Et t'es attentif? après, après, quand il a fallu rattraper, oui, c'était les délais revenaient à quelque chose de beaucoup plus serré, mais j'avais commencé sur ce ton-là, il fallait finir sur ce ton-là avec des niveaux de gris, du modelé et beaucoup de soins pour respecter le scénar de Warren Ellis, quoi. C'était quand même un chouette scénar, il s'était fendu pour faire. J'adorais le personnage, j'ai toujours adoré les Inhumains, Karnak. Et là, le reprendre comme ça, c'était super avec les designs de Geraldo Zaffino. Faisait penser un petit peu à Nomak dans tu sais, ce personnage méchant dans Blade, le film, dans Blade 2. Et ben, c'est Ouais. un petit peu pâle avec le manteau, le tatou. Finalement, il est là presque depuis la nuit des temps. Bon, c'était super son scénar. Et super les designs de Gérald. Et du coup, bon, bah, on a fini le bouquin, il sort, il n'a pas énormément de succès parce qu'il était en dehors des dates et aux États-Unis, c'est difficile. Je pense qu'il a eu plus de succès après sur les ventes du bouquin, quoi, du récit complet, j'espère, je crois. Et quand je suis allé à New York au Comic-Con, je rencontre mon éditeur qui était Nick Lowe et que je ne connaissais pas du tout, je ne savais pas de quoi il avait l'air. Et je découvre un jeune gars qui avait toujours été assez taciturne dans nos échanges. Je parlais plutôt avec l'assistant éditeur. Et Nick était plutôt voilà, très bref, des formules très polies, mais merci Roland, point. Je n'avais pas d'échange avec lui quasiment. Et là, je découvre un type, un jeune, qui me dit putain, Roland, dans mes bras, je t'assure, le hug à l'américaine est gâté, tu vois, gâté. Tu as sauvé ce bouquin. Merci, c'est génial, j'adore la France, je suis allé à Bordeaux, je me suis marié en France et tout ça, tu vois, un mec super sympa. Et elle me dit bon ben voilà, maintenant on va prendre un moment pour boire un coup ensemble. Il m'explique le métier d'éditeur, combien c'est stressant, combien il n'a pas eu le temps de ci, de ça, qui s'occupe d'une dizaine, une quinzaine de titres par mois. Il faut que ça soit chapeauté, réalisé, imprimé et diffusé tous les mois. Donc ils ont une pression énorme. Je découvre un peu tout ça et puis il me dit gentiment bon, mais qu'est-ce que tu veux faire après chez nous, voilà, essayer d'être sympa à ce moment-là et me donner des opportunités. Et puis c'était le moment où après c'est un peu ces pérégrinations avec Marvel, je pensais aussi faire d'autres trucs à côté. J'ai dit écoute, c'est super, mais pour l'instant je ne vais pas rattaquer immédiatement sur un truc ou un autre. J'ai autre chose. J'aimerais bien pouvoir aller, revenir et pour qu'on puisse bosser. Il m'a dit oui, c'est super, tu nous rappelles un petit peu plus tard et on fera, on trouvera. Mais après, les choses changent tellement vite qu'on ne sait pas ce qu'on va retrouver d'un trimestre à l'autre chez Marvel. Tu vois, j'aurais peut-être dû saisir plus d'opportunités à ce moment-là, mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. J'ai malgré tout continué à bosser avec Marvel. Mais voilà, après, on prend ce qu'il y a, les opportunités qu'il y a sur le moment, quoi. Voilà. Mais voilà pour l'anecdote avec Warren Ellis, avec ce bouquin tout à fait particulier de Carla que j'ai adoré faire, hein, quoi. Et qui a juste été sorti en relié au sein de la collection Ah Hachette. ouais, tu me l'as Voilà. montré, super, j'en veux un.
Si on a, je vais en si, acheter un, quoi. Parce que je ne l'ai quelqu'un pas qui en nous, français. nous en trouver un, on le fera suivre à Roland, il n'y a pas de problème. Merci. Et pour le coup, Marvel, bah, tu vas y revenir encore un peu par la suite. Il y a aussi même ce qu'on va appeler l'univers qu'ils vont intégrer finalement dans leur ligne éditoriale, c'est celle de Star Wars. Tu vas bosser un peu sur Star Wars. Ouais. C'est pareil, c'est Ouais. un univers qui te parlait, ça, Star Wars, toi, de ton côté? Oh, ben oui, comment ne pas être enfin, tu as vu ma tête, Oui, je vois pas la tête, hein, qu'on aime Star Wars ou pas pas. faire un dessin, c'est Star Wars évidemment. Et surtout quand on te dit et alors c'est Roland, si tu aimes l'univers Star Wars, oui, il y a un petit bonus, c'est que tu vas pouvoir dessiner Darth Vader. Ah ouais, ça c'est quand même le pied. À dessiner Star Wars, tu vois, je conçois pas de ne pas dessiner Vader. Voilà. Ouais. Donc ça c'était génial. Alors malgré tout, Star Wars, ça reste très anecdotique. J'ai fait des petits runs bouche-trou d'une histoire à l'autre partagée. Bon, C'est le voilà. plaisir de fan. Ouais, voilà, c'est ça. Tu te mets du John Williams continuellement. Tu as des extraits à côté. Bon, j'ai appris plein de trucs pour pouvoir bosser justement ce registre-là qui est en fait un western. Hein, c'est comme quand tu fais un western, tu as la veste des confédérés, les plumes, les chariots, les chevaux et tout ça. Bon, ben, Star Wars, c'est à peu près la même chose. Tu as les vaisseaux, les modèles, les modèles 3D, les jouets. La petite anecdote sur Star Wars, c'est que sans savoir que j'allais bosser sur Star Wars, j'avais acheté au bureau de tabac les petites statuettes de, tu sais, de Dark Vador, des troopers là. Ouais. Bon. Regarde ça. Hop, tu vois ça coûtait 7 €. 7 €. Achetez-les. Alors, ça m'a sauvé, ça, hein, évidemment. Pour faire Vader, avoir une statue, pas mieux. Voilà. C'est la petite anecdote. 14 € m'ont sauvé de l'humiliation publique de rater Star Wars. Enfin, après, je ne sais pas si j'ai réussi, mais au moins, Vader était à peu près correct, quoi. Et derrière, donc, on peut fermer un petit peu cette parenthèse aussi Marvel en disant que tu y as encore retravaillé ces dernières semaines, hein, notamment sur Rockstorm, hein, si je dis pas de bêtises, si ça apparaît. Ouais. Eh bien, ouais, ça, c'est une série que je viens de terminer sur trois comics, quoi. Et j'ai adoré faire ça. Alors, pour plusieurs raisons. Ça faisait un moment que je n'avais pas bossé pour Marvel parce que j'ai eu ma période donc avec Rick Remender chez Image, avec le Scumbag, le Holy Roller, on y reviendra peut-être. Mais voilà, ça faisait un moment que je n'avais pas bossé pour Marvel. Et comme on n'avait plus de projet de bouquin en vue avec Rick, que les choses avaient été un petit peu compliquées pour lui en fin d'année, il avait eu les incendies de Los Angeles, des problèmes familiaux, de santé, je crois. Et bon, on ne pouvait pas continuer à concevoir une autre série ensemble pour l'instant. J'espère qu'on pourra le faire bientôt. Pour l'instant, c'est mis en arrêt. Et du coup, je ressollicite Marvel joyeusement en leur disant souvenez-vous de votre loyal serviteur Roll qui vous a toujours permis finalement joyeusement on fait une formule à la con comme ça. Et tu sais que ces gens sont quand même super sympas, notamment Tom Brevoort qui a été aussi mon éditeur pour Winter Soldier. Et il dit bon, ben Roland, si tu veux revenir, écoute, ça nous fait plaisir que tu reviennes dans la maison, quoi. Bon, je trouve que c'est une formule de politesse peut-être, mais c'est très touchant en même temps. Il te donne l'opportunité, le boulot. Donc déjà pour cette raison, déjà ça me fait chaud au cœur. Marvel quand même, ça reste une Marvel Comics, une petite boîte avec des gens. Ils ont beau être dans un joli building avec des portes blindées et des sas partout. C'est quand même des mecs assez cool qui bouffent des burgers et qui se prennent pas trop le chou et qui sont quand même dans l'action. Donc voilà, une espèce de petite solidarité familiale. Et puis, ce faisant, en revenant, je leur montre des nouveaux trucs que j'avais fait chez Image, etc.
l'envie de faire plus de couverture parce que jusqu'ici, hélas, Marvel ne m'a pas laissé l'occasion de faire trop de couverture et je regrette. J'espère que je vais pouvoir en faire plus là prochainement. Et donc, me disent, surtout Tom Brevoort m'a dit, bon, je vois bien qu'à ce moment, tu es disponible. Je cherchais, j'avais plus de taf, il fallait bosser. Il me dit, il y a un truc avec Murewa Ayolede, là, qui est un auteur afro-américain et qui est évidemment passionné d'afro-fantasy, de toute la mythologie et la culture africaine, le vaudou, tout ce que tu voudras, quoi. Et donc, il est très passionné sur Storm, évidemment. Et il a une façon tout à fait particulière de scénariser cet univers. Et Tom Brevoort me dit, ben voilà, il a une façon très visuelle d'aborder les choses. Ça va être un truc un peu après un âge post-climato-apocalyptique. Climato-apocalyptique avec Storm, c'est quand même une bonne idée chez Marvel. Je trouve qu'ils ont une bonne façon d'aborder les choses avec ce qu'on vit aussi actuellement. Et les sujets qui préoccupent la planète, quoi. Et du coup, il me dit, voilà, quelque part, c'est un truc un peu à l'Avatar, ça en est ailleurs, quoi. Et effectivement, c'est assez compliqué comme histoire. Puis en plus, ça s'inscrit dans un crossover. Bon, peu importe. Je fonce joyeusement là-dedans. Et comme avec Rick sur le Winter Soldier, j'ai le temps de développer les croquis de Primal Storm, qui revient à l'état sauvage, qui a perdu ses pouvoirs, mais elle en a gagné d'autres. Elle est mystique, elle est magique. On a quelque chose d'assez inspiré là-dedans. Et puis, bon an, mal an, on commence l'histoire et sa façon tout à fait particulière d'aborder les choses, c'est que chaque fois qu'il a une image en tête, il va donner une référence d'un manga, d'un dessin animé, d'un truc. Et tu vois, là, il y a une explosion, j'aimerais que ça soit un fixe comme ça, elle se met un coup, il se prend un coup dans la tête, on peut avoir une idée de la puissance avec tel manga, il va me filer l'image. Donc j'ai un scénar qui fait 200 pages, on va dire, d'images, de références, de trucs, et puis je prends, je laisse. Ensuite, l'autre particularité, c'est qu'il met énormément, pour le coup, de cases dans la planche, ce qui est plutôt inhabituel dans le comics où on ne voit pas ça très souvent. On l'a vu dans les années 80-90 un petit peu. Et je suis étonné du nombre de cases qu'il y a avec les flashbacks, les allers-retours. Je dis, mais est-ce que c'est vraiment possible de raconter ça? Mais bon, ça fait longtemps que je n'ai pas bossé pour Marvel. Je ne vais pas commencer à me plaindre et on va faire ce qu'ils me demandent. Et puis, après tout, je suis habitué, je suis rodé. OK, tu as besoin de 10 cases dans la planche, on va les faire. Même, je vais en rajouter, si tu veux. Et puis, ça marche, ça tient. Ils sont contents. On peut avancer, faire les planches. Et sur le script numéro 2, Murewa me dit, écoute, Roland, je ne sais pas si tu as remarqué, mais il y a beaucoup de cases dans la planche. C'était donc fait exprès, c'était pas une erreur. Il me dit, je considère aujourd'hui, il y a un truc à jouer là-dedans. Les gens ont peut-être envie de retrouver une bande dessinée comme type Dark Knight, où il y avait beaucoup, à la Frank Miller, où il y avait beaucoup de cases dans la page, d'avoir du contenu, Il dit, je ne sais pas si ça va marcher, mais je te propose de creuser dans cette voie-là. Alors, je trouve ça intéressant et ça me rassure parce que je me dis, c'est pas... il sait ce qu'il veut, il sait ce qu'il fait. Et du coup, tout le long de cette série... avec tout ce qu'il mettait en termes d'afro-fantasy, de démons, là, ce démon qu'on voit là, qui s'appelle Egun, là, qui a tué tous les sorciers suprêmes et ceux qui font de la magie chez les super-héros. C'est une espèce de saloperie rampante sur la Terre qui va être l'éternel rival de Storm dans cet âge post-apocalyptique, quoi, après l'âge de révélation. Et du coup, je fais de cette série avec un très grand enthousiasme. Et la troisième raison, j'ai dit il y avait 2 raisons, mais en fait il y en a 3, c'est que ce sont des personnages féminins. Et même si j'avais fait d'autres séries X-Men où il y a des personnages féminins, les conditions à ce moment-là et peut-être mes compétences n'étaient pas suffisantes pour que je sois totalement satisfait du résultat des comics que j'avais fait.
je m'étais amusé, comme d'habitude. Les X-Men, c'est toujours super, des personnages féminins. J'adore dessiner les femmes, bien sûr, la sensualité, les guerrières, c'est des thèmes qui me tiennent à cœur. Mais là, sur cette série, j'ai vraiment pu tout lâcher, me tenir à cœur sur le côté dramatique de l'amitié entre Rogue Red, qui est un nouveau personnage, qui est un ersatz de Rogue Green, et Storm, et qui sont les meilleurs amis du monde, et qui, dans cet âge, vont... bon, je ne vais pas vous spoiler, mais il va y avoir beaucoup de drames et d'allées-venues dans le passage des vivants et des morts. Et du coup, leur amitié est un petit peu déchirante, et les moments, les regrets de vie, on les voit évoluer là-dedans. Et voilà, ça m'a permis de faire un travail sur les attitudes, les expressions de personnages féminins assez forts, aussi forts dans le côté guerrière que touchant dans le côté humain, et profondément la sororité, l'amitié entre femmes, voilà, tout ça, ça transpire dans le bouquin. Et je remercie Tom Brevoort et Murewa là-dessus pour avoir fait une histoire qui au moins est un peu différente de ce qu'on voit d'habitude. Voilà. Je suis impatient de voir ça, parce que je n'ai pas encore vu tous les épisodes imprimés, et je n'ai même pas lu les dialogues montés sur les images en couleur. Donc, je suis impatient de voir le run complet sur un bouquin. J'espère qu'ils vont sortir ça, je suppose. On l'espère aussi, que même Panini nous le sorte en France. Ça, peut-être cette année ou début de l'année prochaine. Allez-y, Panini, les amis, allez-y. On y croit. Et en parallèle des comics, juste avant on va dire les recollaborations avec Rick Remender, on peut dire ça comme ça, ouais. Tu as commencé, tu as publié ta première bande dessinée, oui, chez Glénat. Voilà, ouais. J'avais fait des petits essais, mais humoristiques chez Glénat. J'avais fait des petites séries drôles, mais c'était bien avant ça. Mais donc oui, la première série, on va dire, d'auteur, puisque c'est un scénario qui avait été proposé par Jérémy Guèze, qui est auteur-réalisateur. Quand j'ai lu ce script et qu'on m'a proposé ce script, j'ai dit je ne suis pas fan de western ou spécialiste ou quoi que ce soit, ou je n'avais pas spécialement envie de faire un western en fait. Mais quand j'ai lu le synopsis, je me suis dit c'est super. Voilà. Donc, quand on lit un scénar qui est super, on dit pourquoi le laisser à quelqu'un d'autre ? Voilà, je veux bien le faire. Et puis, ça va me permettre de voir autre chose et tout ça. Alors, j'ai beaucoup aimé faire ce western. J'ai mis beaucoup de moi là-dedans. J'ai beaucoup aimé le scénar de Jérémy Guèze sur ce western. Malheureusement, ça a été un bouquin qui a été pénible à sortir, qui a souffert de beaucoup d'aléas qui sont, on va dire, la faute à tout le monde et la faute à personne. J'en ai une part de responsabilité. J'ai eu beaucoup de mal à rentrer dans la fabrication de western. Je ne savais pas comment on faisait. Je me noyais dans la doc. J'ai eu beaucoup de mal à démarrer. Il y avait des problèmes de découpage sur le scénar au début parce que, Jérémy est plus habitué au roman, à la série télé, au film. Et tout ça, ça n'avait pas été calibré. Voilà, tu vois, les éditeurs chez Marvel vont calibrer un truc jusqu'à la moelle et en groupe et avec le rédacteur en chef, le superviseur et tout ça. Et quand ils te livrent un scénar, c'est impeccable, même s'il n'y a pas tous les dialogues, même s'il te le livre page par page, mais chaque page est validée, voilà. Et là, avec les séries chez Glénat, on est un petit peu plus livré à nous-mêmes, ce qui n'est pas une mauvaise chose, hein, pas blâmer les éditeurs là-bas pour ça. Mais voilà, c'est un travail que j'avais pas l'habitude de faire, qu'on n'avait pas l'habitude de faire, à la fois le genre du western, les conditions de travail pour faire le bouquin, la sortie qui a été trop tardive, et du coup, le bouquin, on n'en a pas parlé, quoi. Et
malheureusement, je n'ai pas pu faire la suite et je souhaite vivement pouvoir terminer cette série. Donc, parce qu'elle me tient à cœur. Ceux qui l'ont lu, je crois, ont apprécié. Et j'aimerais beaucoup pouvoir la terminer. Cette série avait été faite dans quand même l'idée de pouvoir être publiée aux États-Unis sous format de comics et d'épisodes mensuels. Et j'avais mis on avait mis beaucoup d'ardeur à ce que ce soit le plus crédible possible visuellement pour pas décevoir un public américain qui connaît son histoire et qui aime ses cow-boys. Et peut-être moins ses Indiens, je ne sais pas, mais bon, c'est une mauvaise blague. Ouais, mais elle est bien méritée d'ailleurs, je m'en fous. Et oui, voilà, ça fait partie aussi de ces procrastinations. Tu dis, bon, je vais quand même me renseigner, les Comanches, les Indiens. Allez, regardons un petit reportage sur les Indiens cet après, mais puis je vais avancer les planches. Puis en fait, tu regardes un reportage sur les Indiens, mais c'est triste à mourir. Tu pleures, c'est désolant. L'humanité te dégoûte. Tu pars vomir dans les toilettes et puis tu reprendras le boulot demain parce que ça te bouleverse. En fait, c'est ce genre de choses. Voilà. Bon, petit aparté, fermons la parenthèse. Et tout ça pour dire que je ne travaille pas assez. Hein. Non, mais ça a été au départ un peu difficile de sortir ça. Étonnamment facile sur le storyboard parce que là, c'est beaucoup plus simple de raconter une histoire comme ça que de mettre 15 Avengers et méchants dans la même case avec des robots géants. Ça, on n'aura pas ça sur le western. En revanche, sur la documentation, et finalement, c'est Olivier Vatine qui m'avait dit ça dans une petite conversation sympathique. Il m'avait dit ouais, faire un western. Moi aussi, quand j'ai commencé à faire un western, je me suis dit ouais, c'est cool, les grands espaces, dessiner ça, c'est sympa, ça va me détendre. Il dit mais en fait, que tu le veuilles ou non, que ce soit une fiction, de toute façon, c'est toujours une fiction, mais que tu le veuilles ou non, tu fais de la BD historique. Donc, avec tout ce qui va avec, quoi. Et il faut respecter ça. Tu peux, après toi, choisir de faire un melting, de mélanger les époques dans la documentation et tout ça. Mais ça, c'est pareil, ça me semblait assez extraordinaire de prendre ces libertés-là. Non, moi, je voulais absolument créer un contexte où on sache à quelle année on est, dans quelle localité. Voilà, si on est à Kansas City, c'est Kansas City. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, juste avant la guerre de sécession, peut-être je ne sais plus les dates. Qu'est-ce que non, mais c'est au début de la guerre de sécession. Je ne sais pas, on est en 1864, un truc comme ça. J'apprends que le pont de Kansas City se construit et la ville s'agrandit extraordinairement avec ça. Je passe beaucoup de temps à lire, en fait, pour essayer de me projeter où vont évoluer ces deux personnages dans le Far West lointain, quoi. Où on est, quoi. Je voulais que ça commence dans la neige, mais où est-ce que ça peut commencer dans une région proche de Kansas City, la neige, etc. Mais je me suis posé beaucoup de questions sur la crédibilité, la localité, et pouvoir assumer un parcours de ces deux personnages antagonistes et ce duo, de massacreurs, en fait, de serial killers, ils sont aussi différents l'un que l'autre, et qui vont faire ce parcours dans les États-Unis, quoi, en fait, dans l'Amérique sauvage, et avec les Indiens, les Mexicains, ils vont vers la frontière, vers le Mexique, le Nouveau-Mexique, et puis dans le tome 2, ils doivent aller en Californie. Et voilà, et le tome 2 devait être enclenché avec Glénat. J'avais renvoyé le contrat signé, mais Glénat n'a pas suivi. Mon éditeur est parti à ce moment-là de chez Glénat, et puis le projet est mort avec le bébé est parti avec le déclin. Ouais. Voilà, donc je souhaite vivement soit continuer à conclure, voir avec Glénat s'ils veulent conclure, ou sinon le faire, peut-être le faire nous, mais faut-il récupérer les droits. Donc ça, je vais m'en occuper. Enfin, je m'en occupe pour l'instant, c'est lettre morte. Voilà. Tiens, ça me permet de donner. Hop, tiens, non, attends, dans quel ordre on va faire? Si, ça me permet aussi de montrer une chose, parce que après tout, le bouquin n'étant plus disponible, hop,
attends, bouge pas. C'est de montrer qu'avec Roland, on avait collaboré, qu'il fait partie de ceux qui avaient gentiment accepté de participer au premier bouquin de Comics Initiative qui s'appelait Kirby Enemy. C'était super. Il y a 8 ans et demi presque. Et pour le coup, je me suis permis d'exporter l'image pour qu'on puisse la remontrer à tous ceux, toutes celles et ceux qui ne l'auraient pas vue, puisque évidemment. Un petit surfeur, un petit surfeur chat à la balle. Exactement. Donc super bilu, avec en plus en dessous, c'est vrai que moi je trouvais intéressant à l'époque de pouvoir proposer aux auteurs d'en parler un peu en fait, et ne pas juste mettre un dessin. C'est vrai que tu avais ton commentaire autour de Jack Kirby, ce qu'il représentait pour toi. Et voilà, en tout cas, sache que c'était un super moment et je te remercie en tout cas d'avoir participé à l'éclosion finalement de ce qui existe encore aujourd'hui, qui est Comics Initiative. Voilà. C'est moi qui te remercie parce que c'est toujours super d'avoir une illustration en commande et puis de rendre hommage à Kirby. Et, mon Dieu, finalement, je ne l'ai pas assez fait. Heureusement qu'il y a eu ton bouquin pour le faire, quoi. C'est un super bouquin. Il faut absolument que tu m'en retrouves un. Écoute, c'est compliqué, hein. J'avoue, on n'en a plus. Les lecteurs, maintenant, c'est un peu plus les. Ouais, mine de rien, mine de rien, c'est un livre qui a, comme on l'avait fait en français et en anglais, qu'on a réussi qui a été sollicité aussi par des lecteurs, des fans de Kirby à l'étranger, et qui nous ont fait de très jolis et sympathiques retours sur notamment le fait qu'on avait essayé de pousser, entre guillemets, la générosité qu'avait Kirby dans son travail à travers un bouquin et à travers, que ce soit avec tous ces artistes et tous ces super artistes, ça reflète ça, cette espèce de... Ouais, le tribute ultime, quoi. C'est un beau bouquin, gros format, c'est super. Hein. Ouais, bon souvenir. Alors, on nous a dit dans la foulée, vous en faites un deuxième. Non, on était fatigués. Ça avait demandé beaucoup de boulot. Voilà. Et en tout cas, voilà, un bouquin dont je reste très fier, évidemment. Et on va faire ouvrir cette petite parenthèse pour arriver à Holy Roller. Hop, mais tout d'abord, voilà. ça avait commencé par la petite phase. Exactement, on n'avait pas oublié. Scumbag, qui était une série qui est sortie quelques mois avant, si je ne dis pas de bêtises. C'était avant, Holy Roller aux États-Unis. Ah oui, absolument, mais j'ai bossé, ça a été peut-être. C'était pendant le Covid qu'il avait sorti le Scumbag. Il s'emmerdait et il s'est dit Rick, je vais sortir ça parce que ça me fait marrer. C'est loufoque, allons-y. Et ça avait bien marché, je crois. Et du coup, il avait commencé avec Lewis Larossa, qui avait fait les premiers super croquis de ce personnage. Et puis, le premier épisode, vraiment léché, super drôle, super léché, et un super dessin, quoi. Et puis, bon, je pense qu'il avait eu un petit différent. En tout cas, Lewis Larossa n'avait pas continué. Et Rick s'était dit, eh ben, je vais faire un numéro avec chaque auteur que j'aime bien, avec qui j'ai travaillé. Et du coup, sur ce premier bouquin, il m'avait foutu sur un numéro un peu piquant, un peu érotique. Et j'avais pu faire la couverture, ce qui était super, une couverture érotique en plus. C'est très chaud, c'est très Ace White Shut. Entre Ace White Shut et quand même on va dire, oui, c'est un peu la partouze de super-héros presque. Grand lupanard, là. C'était marrant. J'avais beaucoup aimé faire ça. Et puis, j'ai travaillé sur le tome 3 qui m'a proposé, on ne devait faire qu'un seul numéro. Et puis, il me dit, mais il faut en faire 2, puis il faut en faire 3. Et puis, Roland, écoute, on va faire un bouquin. Hein. Alors, j'ai dit, formidable. Parce que c'est un personnage que j'ai adoré, qui me parlait beaucoup, cette espèce de trou du cul toxico sur lequel, soi-disant, le sort du monde repose, qui a des super pouvoirs, mais que quand il a le cœur pur. Voilà, compliqué. Voilà, tout ça avec la critique sociale de toujours de Rick sur la satire politique, hein, les États-Unis divisés, les rednecks d'un côté, les progressistes de l'autre. Et justement, en sortant
en étant dans le Covid et tout ça, je craignais un peu que ça soit trop partisan parce que, bon, on a eu une période un peu particulière. Chacun en pense ce qu'il veut, mais on peut dire qu'il y a quand même eu de sérieux dysfonctionnements planétaires. Et du coup, je me demandais à chaque fois, mais est-ce que ça va être, est-ce que ça va être partisan? Est-ce que ça, parce que ça peut, moi, je sais pas la finalité à l'avance, mais bon, allez, faisons confiance à Rick et allons-y. Et puis en fait, j'ai vraiment découvert avec beaucoup de joie en faisant ce bouquin que tout le monde en prenait vraiment plein la gueule. Et ça, c'est réjouissant. Voilà, ils sont tous très cons là-dedans et ils ont tous des retours de râteau, des retours de bâton qui leur reviennent à la gueule. Et finalement, ce personnage central de Ernie Ray Clementine, là, qui a un moins que rien, le pire de tous, ben, finalement, il fait office de pivot pour passer à la satire sociale d'un extrême à l'autre. Parce que je crois que finalement, ce qui est le plus dommageable dans la société, c'est qu'on nous balade vers les extrêmes. Et voilà, là, il s'en moque largement. Et je suis très, très fier et très, très content d'avoir fait ce bouquin avec Rick sur le scumbag. J'aimais beaucoup ce personnage. Il était question qu'on le reprenne à un moment. Et si c'est le cas, ben, je serais ravi de rempiler parce que bon, mais il m'avait dit, ben, au finish, c'est quand même un peu ton personnage et ça me fait plaisir qu'on puisse le faire ensemble, quoi. Voilà. Alors voilà, ça c'était juste avant Holy Roller. Et donc du coup, juste après, Rick est comme ça, on dit, bon allez, on enchaîne, on repart sur un truc, encore une idée qu'on a eue avec, voilà, c'est Joe Troman qui est mon copain qui m'a présenté Andy Samberg. Ils ont cette idée d'un petit juif qui va tabasser des nazis dans son bled d'enfance et ça va être le héros du bowling. Alors, je dis, mais vous êtes fous, vous là-bas, c'est quoi vos idées? Vous êtes complètement fous. Et nous voilà partis à faire des croquis. Je fais plein de croquis sur comment on peut faire pour faire un super-héros du bowling sans vraiment avoir pouvoir, parce que, bon, tu te vois arriver avec ta boule de bowling face à des gangsters qui ont des flingues, ils te tuent, c'est terminé, tu vois. Comment ça va se passer, votre histoire? Alors, je sais pas, je donne plein d'idées de ce qui me passe par la tête, un peu à la Batman. Oui, il faut qu'il soit un peu quand même mystérieux, mais en même temps, c'est aussi loufoque. Mais ça va être quoi, ce bouquin? Comment on va faire? Alors, j'imagine plein de systèmes. Il a des fils, il retient les boules, il y a son pote qui l'aide à faire ses costumes, donc ils sont assez forts là-dedans. Il y a un petit côté ingénieur assez solide et pro. Son pote, c'est un peu comment il s'appelle, le microchip de Punisher. C'est un peu le Alfred de Batman. Hein. On est dans les clichés du super-héros, mais version loufoque, version geek, quoi. Alors voilà, ce petit monde se démerde joyeusement et puis après plusieurs mois de croquis à déterminer vraiment l'aspect du héros, on a mis beaucoup de temps à trouver ça. Et bien on était parti sur ce récit qui m'a passionné parce que ben voilà, il y a beaucoup d'humanité, il y a beaucoup de comédie, il y a beaucoup de dialogue, il y a beaucoup de personnages qu'on insère avec voilà, des clins d'œil comme j'aime faire dans le comique de personnages, d'acteurs. Évidemment, Andy Samberg, c'est un peu à son image, mais il nous avait dit bon, vous vous préoccupez pas trop à faire un personnage qui me ressemble absolument. Hein, ça, c'est moi, mais c'est pas forcément le but du jeu de coller absolument à un portrait formel. Et on met d'autres acteurs comme là, on voit sur les images de Bill Murray. Judd Hirsch qui va jouer le père de Lévi du roller. Des personnages qu'on trouve jeunes puis plus vieux. Enfin, il y a une vraie histoire familiale, sociétale là-dedans que j'ai beaucoup aimé faire. Il faut souligner les couleurs vraiment superbes de Moreno d'Inizio, ouais, qui était sur le Scumbag aussi. Et bon, ben,
on s'est régalé ensemble, quoi, avec Rick, avec les scénaristes que je connais moins, mais j'étais en contact avec Rick, et puis avec Moreno, et puis tout le design qui a été fait sur le bouquin. J'aimais beaucoup aussi le design qu'ils ont fait après, une fois que les planches étaient faites. Voilà, c'est ça. Ça, après le Red Clay et un petit peu Scumbag, ça m'a conforté dans un travail de création et d'auteur, ce passage-là. Et je suis vraiment très heureux que tu puisses le publier et le diffuser en français pour tous ceux qui ont envie de le découvrir et qui ne lisent pas forcément la VO, quoi. Et c'est bien, ça respecte le format d'origine. C'est un long bouquin, il y a de la quantité, il y a de quoi lire. Je ne sais plus combien il y a de pages. Je crois qu'il y en a 205, un peu plus de 250 dans le. Ouais, il est assez copieux, il y a de quoi lire. Et je suppose que vous avez dû vous amuser pour la traduction parce que là, il y a un morceau aussi sur les expressions, sur l'argot, sur les jeux de mots. Ça n'a pas dû être simple. Non, on a eu entre guillemets, quand j'ai des traductions difficiles, j'aime bien les confier à Benjamin Viette qui manie très très bien justement la gestion de l'humour, les allusions, les caméos, enfin toutes les choses un petit peu compliquées dans lesquelles il adore bosser, alors, que ce soit pour lui filer des séries comme Money Shot ou Babalov, Ménage à trois, des choses où il y a vraiment un ton, une personnalité dans l'écriture et des choses qui passeraient pas en fait sur une traduction basique. Là, on a quelqu'un qui investit dedans. Merci beaucoup pour ton travail parce que c'est bien de faire ça minutieusement. Et tiens, avant de poser une autre question dessus, c'est vrai que c'est un bouquin sur lequel on voit la version que vous allez découvrir donc mi-janvier, voilà, avec son petit effet vernis sélectif, voilà, qu'on a travaillé pour. Et c'est un livre qui existe en deuxième version, puisqu'il y a une autre version que vous allez retrouver avec une couverture collector qu'on voit ici. Dans le visuel, c'est justement celui de Moreno. Moreno d'Inizio qui est le coloriste et qui a fait ce super dessin de couverture. Il a fait une variante cover. Ouais. C'est super que vous ayez mis ça en collector. Et c'est une collector qu'on va retrouver dans le réseau de libraires qui s'appelle le Comic Shop Assemble, qui est un réseau d'une dizaine de librairies. Donc, pour ne pas les oublier, je les ai notés un peu sur le côté, que sont À Plein Rêve, Excalibur Comics, Evil One, d'ailleurs à Clermont, Central Comics à Paris, Astro City à Lille, Comic Zone, Les Fictionautes, ça c'est à Nice, Snorgle à Marseille, BD Rare, c'est à Caen, et le Comptoir du Rêve à Toulouse. Voilà, donc j'espère ne pas en avoir. Et d'ailleurs, à ce propos, je me permets de te couper parce que justement, j'ai fait une dédicace à Central Comics le 24 janvier, le samedi. Voilà. Et justement, il y aura cette cover. Et voilà. Parce qu'on essaie de le défendre quand même. On essaie de jouer le jeu pour le faire connaître, quoi. Ouais, puis là, hop, ça c'était la petite exclue qu'on a sur le site, la couverture avec le visuel. Ça, c'est la version. C'est même pas, c'est la version exclusive sur notre site. Voilà, donc le 900 exemplaires. Ouais, il y a plus de bonus sur celui-là. Vous avez tout mis là. Et il y a toutes les variantes cover. Exactement. Il y a tous les crayonnés de Roland. Il y a tout qui a été. On peut voir les crayonnés. Hop, je ne sais pas si on les voit bien. Ça apparaît. On voit des dessins. Hop, tiens. Hop, on va en montrer d'autres. Ah voilà, les essais du Holy Roller, les essais couleurs. Ouais, il y en a des choses. C'est vrai qu'on a passé du temps à chercher ce personnage et dans la version bonus, vous aurez dans cette version-là, il y a à peu près tous les croquis de position, de castagne, de réfléchir à comment faire vivre ce personnage avec qui transporte ces boules de bowling, parce que c'est quand même technique sur le champ de bataille de transporter des boules de bowling, tu en conviendras. Évidemment. C'est pas comme il y a une technique. C'est un peu comme tu sais, des harnais dans lesquels il bloque sa boule derrière. Au départ, il y avait 3 boules et peut-être autour sur les ceintures. Puis finalement, j'ai opté pour une boule, elle est derrière,
Et puis, il peut s'en approcher une ou deux avec des plugs comme des dildos sexuels, tu vois. Bam, il branche ses deux boules. Pardon, c'est grossier, hein, désolé. Mais non. Non, en tout cas, on parlait justement de ça. Moi, je trouve que la série a une tonalité. Alors, c'est là où je trouve l'écriture de Rick assez fort, c'est-à-dire que Rick, il s'adapte vachement aussi à l'univers, à ce qu'il veut raconter. Et autant il va, par exemple, avoir une approche, j'en sais rien, très millimétrée sur un récit de SF façon Black Science, où il va bien vérifier que tout se tient au niveau des théories scientifiques, on va dire, du voyage temporel ou des voyages interdimensionnels. Là, sur Holy Roller, je trouve qu'il a une approche qui, certes, a beaucoup d'humour, et ça, je pense que c'est lié évidemment à la présence d'Andy Samberg. Le côté rythmé, ça, il maîtrise très bien, mais je trouve que peut-être ça peut... On s'ennuie pas, ouais. Peut-être que l'apport de Joe Troman est là aussi, peut-être qu'il lui a donné, soufflé quelques idées que lui voulait mettre en avant, j'en sais rien. Je pense que c'est le côté loufoque et les blagues et le décalage, quoi. Je pense que c'est surtout ça qu'ils ont apporté, Joe Troman, Andy Samberg, voilà, ce côté un peu rock'n'roll, en fait. Joe, lui, il est apparemment dans un groupe de rock, là, de Fall Out Boys. Fall Out Boy. Et bon, je pense que c'est un personnage sans doute qui fait des tournées un peu fantasques et tout ça. Et ça doit être assez joyeux, l'ambiance. Et puis Andy Samberg, voilà, certains connaissent. Il faut qu'on retrouve un peu ce qu'on va être capable, par exemple, d'apprécier chez un Mark Millar quand il fait un très bon récit d'action avec de l'humour, un décalage. Je trouve que Rick, là-dessus, il a fait vraiment un récit dans les mêmes, entre guillemets, avec les mêmes qualités, mais où on reconnaît ni plus ni moins que sa maîtrise narrative. Et voilà, ça, je voulais apprécier. Il est super fort pour ça. Hein. C'est toujours. Il n'y a rien qui dépasse chez Rick. Il y a ce qu'il faut dans les dialogues, il y a ce qu'il faut dans la narration. Il est très lucide et conscient des effets qu'il va pouvoir produire et mettre. Et il se laisse aussi beaucoup de marge pour boucler un récit, pour finir quelque chose. Il n'a pas forcément la fin en tête, comment ça va se faire. Et ça vient au moment où ça vient. D'ailleurs, j'avais adoré la fin de Scumbag qui clôture le récit, quoi, qui est une fin qui peut paraître tout à fait putassière ou audacieuse et qui finalement est la meilleure qu'il ait pu faire sur ce personnage. Quoi. Je vais pas la spoiler, mais ouais, d'accord, c'est ça. Mais il pouvait pas faire mieux, voilà. Et dans le Holy Roller, je pense qu'il s'est laissé beaucoup de marge de pouvoir bifurquer, d'aller là, ou au profit d'une blague ou d'un pied de nez, rentrer et écrire tout un épisode, quoi. C'est la séquence avec Holo Hitler, là, quand tu reçois ce type de scénar et de trucs, c'est juste génial, quoi. L'application de Hitler pour les crétins du quartier, quoi, qui va guider leur vie au quotidien. Ayez votre holo Hitler, quoi. Il faut quand même il faut y penser, quoi. Et effectivement, là, Rick, ils ont fait du grand art, là, je trouve, en termes de loufoque. On apprécie ou pas, voilà, c'est forcément tiré par les cheveux, c'est exagéré. Et après, les gens verront si ça marche ou pas, quoi. Et c'est aussi c'est peut-être d'ailleurs, c'est ton récit le plus long aujourd'hui, puisqu'il faisait 9 épisodes. C'est ta série. On devait faire 2 bouquins, et puis finalement, ça en est un seul. Tout a été réuni, ouais. C'est bien. Et c'est vrai que le titre étant publié aux États-Unis chez Image, moi, en tout cas, quand Comics Initiative s'est positionné sur la série, on nous a dit, tu fais ce que tu veux, fais-le en 2 volumes ou un seul volume. Nous, on part sur un, puis 2, puis finalement un gros volume. Donc, on a préféré nous rester évidemment là-dedans. Je trouve que ça permet d'avoir. Vous avez eu raison. Je pense je pense qu'en tout cas, ceux qui vont le découvrir vont découvrir un côté, il y a un peu un côté kick-ass. Et surtout, moi, je trouve qu'il y a une chose qui est intéressante, c'est qu'il y a surtout un récit qui montre un certain engagement. En tout cas, c'est vrai que c'est là aussi que je voulais évoquer, c'est que dans la grande tradition comics populaire, c'est vrai que ça a notamment commencé en grand succès avec ça. Le côté
on se place contre. Oui, ça fait partie de la culture, la culture du comics, quoi, un peu chasser le nazi. Hein. Et ça, justement, c'est un propos qu'on ne trouve pas forcément beaucoup ces dernières années. Je trouve, en tout cas, le côté ouvertement que le racisme doit être malmené, doit être éliminé, en fait. Et ça, je trouve qu'Holy Roller s'y prête extrêmement bien avec humour et surtout avec un côté, justement, action, etc. Voilà. Alors, moi, Est-ce que toi, je sais pas si le racisme peut être éliminé, j'en doute fort. Hein. moi aussi, Mais en tout cas, on peut le combattre et puis surtout se foutre de la gueule des racistes. Ouais, c'est plutôt sympa, quoi. c'est surtout Et qu'ils puis y on peut prêtent le flanc. non, non, ouais, c'était assez sympa pour ça, ouais. Et justement, est-ce que tu aurais l'envie d'aller sur des récits comme ça, qui ont des sujets plus engagés ou des choses comme ça, toi, de ton côté? Que ce soit en comics, en BD, Alors, c'est des choses. honnêtement, je pense que c'est d'abord l'histoire et le divertissement et le fun et le plaisir de faire un récit voilà, qui engage une transformation des personnages. Bon, je sais que je suis dans la série, dans le mainstream, hein, et dans un genre assez particulier, largement répandu maintenant. Avant, c'était la sous-culture Marvel, maintenant, c'est une culture de tout le monde. J'en ai largement profité et j'aime ça. Donc, je suis pas convaincu enfin, en tout cas pour moi, c'est pas mon leitmotiv de partir avec un grand message, une grande idée. Alors, tant mieux si on peut faire passer des valeurs qui sont chouettes, qui me correspondent. J'hésiterai jamais à faire ça. Mais après que ce soit le leitmotiv de faire des récits engagés, non, c'est pas mon créneau. Et à l'opposé, tu refuserais un récit qui irait à l'encontre de tes valeurs? Ah oui. Disons que avec les Américains, ça, je peux pas le savoir à l'avance. Je te parlais de mes craintes Ouais. au départ quand j'ai pris Scumbag et me dit bon, bah, si c'est pour avoir qu'un son de cloche là-dedans, ça va vraiment me poser problème. Et je me suis aperçu que c'était pas le cas et j'en étais très content. Mais ça, je pouvais pas le maîtriser. Après, c'est un boulot, on est engagé, il faut le faire. Hein, donc voilà. Mais si j'ai connaissance d'un truc qui va à l'encontre de ce que je pense, bah, évidemment, je ne vais pas le faire. Hein, quoi. Faut pas Je charrier pense non pas que. plus. Des séries comme Valhalla Hotel. Oui, je sais pas. Pardon, excuse-moi, c'est toujours le côté rigolo, voilà, de Johan qui nous demande si ça renvoie un petit peu vers un côté Valhalla Hotel de Roller. Je connais pas cette série Valhalla Hotel. Alors, c'est une série qui là aussi, est très décalée, voilà, et qui met en scène des personnages allemands, voilà, un petit peu à la ramasse, Ouais. voilà, qui est très C'est sympa. un peu comme les nazis sur la Lune, non? Ou je sais pas quoi, là, le film qu'il y avait eu, là, qui était assez rigolo. Là. Ouais, il y a un côté décalage. Ouais, Iron Sky. Iron Sky. Ouais, Iron Sky, voilà. Ouais, Iron Sky. Le film d'horreur avec les zombies nazis. Le Holy Roller et Scumbag, c'est un peu ça aussi. Hein. C'est quand même aussi un peu une série Z, quoi, quelque part assumé. Et c'est ça qui est sympathique, quoi, parce que au moins, c'est pas non plus d'un sérieux fondamental. Et voilà, ce que je voudrais pas, c'est donner des leçons. En gros, pour être clair avec ce que je dis, voilà, je ne suis pas là pour donner des leçons aux gens et partir sur cette idée-là. J'ai pas les blasons pour pouvoir diffuser ce. Maintenant, si dans mes compétences, il y a un récit qui englobe des valeurs auxquelles j'adhère, eh ben, c'est volontiers, j'hésiterai pas. Hein. Voilà, c'est super de pouvoir se dire, bon. Il y a une opinion et on a envie de la faire passer. Il y a forcément des choses que je pense que j'aimerais faire passer aussi. Pas forcément dans la politique, plutôt chez l'être humain, chez l'existence en général. Voilà, ça me passionne plus que les courants politiques. Ouais. Bon, en tout cas, Holy Roller, voilà. Lisez-le. Dès la semaine prochaine. Lisez-le. Achetez-le, volez-le, diront même certains. Volez-le et puis achetez-le après.
voilà, en vous disant je l'ai lu, c'était bien en fait. Je vais le ramener, je vais le payer 2 fois. Frère, on recommandera. Voilà. Et si ça se vole, c'est que ça marche. On se l'arrache. Et puis bah, écoute, je voulais te remercier, Roland, en tout cas, pour cette heure, un peu plus d'une heure et demie, en tout cas, passée ensemble à parler, à revenir ensemble sur ton parcours, sur le titre C'est un qui plaisir. du coup, arrive chez nous. Et puis, je voulais juste terminer parce que j'avais promis, hop, tiens, tant que c'est dans les kiosques, vous avez le numéro de Nemu que voici, où je suis interviewé à l'occasion de parler finalement du deuxième album qui était Young Romance. Voilà, ils font un focus sur les romances dans les comics. Donc, si vous voulez me lire au lieu de m'écouter, bah, sachez que vous pouvez le faire là-dedans aussi à l'occasion. Voilà. Bref, en tout cas, merci beaucoup. Et Merci à bah, toi. C'est un plaisir de pouvoir s'exprimer un petit peu. On n'a pas souvent le temps. Tu as vu, je suis bavard finalement. On me pose des questions et je réponds longtemps. Hein. Voilà, il faut c'est m'arrêter. tant mieux. C'était sympa. Je te remercie. Un bon moment. Ouais. Bah, écoute, bah, je vous dis en tout cas à tous à très bientôt et bah, écoutez, ciao ciao. Au revoir.